Bonjour à tous et merci d'être présents au webinaire de la semaine présenté par l'Institut nordique du Québec. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous proposer un webinaire présenté par le chercheur Dominique Berthaud qui a généreusement accepté de nous parler biodiversité nordique. D'ailleurs, toute l'équipe de l'INQ se joint à moi pour le remercier chaleureusement. Biodiversité nordique, un sujet qu'il connaît sur le bout des doigts à titre de titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. Monsieur Berthaud est professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Il est chercheur affilié à l'Institut nordique du Québec. Il est membre du Centre d'études nordiques, membre du Centre de la science de la biodiversité du Québec et membre du groupe de recherche sur les environnements nordiques Boreas. Donc voilà, sans plus attendre, je lui cède la parole et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de parler de biodiversité nordique. Et je vais aller assez rapidement au partage d'écran. Je vais essayer d'être assez court, peut-être 30-35 minutes. Je vais mettre mon minuteur parce que je sais que notre attention collective sur les écrans n'est pas immense. Alors, je vais vous parler de la biodiversité nordique, puis je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais commencer, attendez un petit peu, voilà. Je vais commencer par faire un survol des caractéristiques générales de la biodiversité nordique. Et en fait, je vais beaucoup me concentrer, vous allez voir, sur la biodiversité arctique. Et je vais aussi parler des besoins de connaissances dans ce domaine. Puis ensuite, je vais illustrer les progrès que l'on fait actuellement dans le domaine de la recherche sur la biodiversité nordique. Je vais parler de fonctionnement des écosystèmes. On va aller sur l'île Bylot. Je vais vous montrer une carte dans un instant. Je vais parler des savoirs locaux, de la grande importance des savoirs locaux, de changement climatique, c'est incontournable, et puis aussi de certaines dimensions appliquées à la conservation. Et puis à la fin, j'aurai quelques réflexions sur les legs que l'on pourrait ou que l'on devrait laisser dans ce domaine de recherche. Alors, une carte pour replacer les choses, je vais vous parler du Nunavik, vous savez où c'est, le Nunavut continental, donc en dessous l'archipel arctique, vous savez également où c'est, du Yukon, complètement dans l'ouest, et puis au nord de l'île Bylot, qui est au nord de la terre de Baffin, vous voyez la carte, et également un peu d'Alerte, qui est tout au nord de l'île d'Ellesmere, vraiment à la pointe nordique du Canada. Donc, ce sont les lieux que je vais utiliser pendant mon séminaire, mais je ne remontrerai pas toujours des cartes pour les présenter. Je commence avec des caractéristiques générales de la biodiversité arctique. L'Arctique, c'est juste 3% de la surface de la planète, mais la proportion de la biodiversité terrestre qui est dans l'Arctique est de seulement 1%. Donc, l'Arctique, on ne peut pas dire que c'est une zone riche en biodiversité quand on la compare avec le reste de la planète. Par contre, c'est une biodiversité qui est très, très spécialisée. Et je vous montre ici quelques espèces, des vertébrés, des plantes vasculaires. C'est un peu le sommet de l'iceberg quand on parle de la biodiversité. C'est ce qu'on connaît le mieux. C'est aussi ce sur quoi je travaille, principalement les vertébrés. Mais donc, beaucoup de caractéristiques qui sont uniques dans la biodiversité arctique. Par contre, beaucoup d'espèces ont une distribution qui est largement circumpolaire. Il n'y a pas d'espèces ou très peu d'espèces qu'on ne retrouve qu'au Canada, par exemple. La biodiversité arctique a aussi ceci de particulier que les écosystèmes de la toundra et les écosystèmes arctiques en général ont encore été très peu perturbés par le remaniement des sols. Vous voyez ici, la plupart des biomes de la planète ont été déjà beaucoup, beaucoup transformés, en particulier par l'agriculture. Ce n'est pas le cas dans la toundra, et ça vaut la peine de le garder en tête. Une autre caractéristique qui est pas unique à la biodiversité arctique, mais les espèces sont extrêmement connectées entre elles. Évidemment, c'est un tissu, la biodiversité, ce n'est pas une collection d'espèces, mais c'est particulièrement vrai dans l'Arctique du fait qu'on a peu d'espèces. Donc, les espèces qu'on a sont très connectées entre elles. Et puis, évidemment, la biodiversité arctique, elle a ceci de particulier que c'est une source de nourriture importante, du moins quelques espèces, pour les humains. Et la biodiversité arctique a beaucoup de valeurs différentes. Ça, c'est important. Alimentaire est importante, mais il y a aussi des valeurs culturelles qui sont énormes, des valeurs esthétiques, et pas seulement pour les gens qui vivent dans le Nord, mais pour les gens sur la planète entière, des valeurs spirituelles, principalement pour les gens qui vivent dans le Nord, et aussi beaucoup de valeurs scientifiques. Je vais en reparler, mais c'est un laboratoire, l'Arctique, dans lequel on apprend beaucoup de choses qui ont ensuite des répercussions ailleurs dans le monde en ce qui concerne notre compréhension de la biodiversité. Et puis, elle a une valeur écologique. L'Arctique est connecté avec le reste de la planète. Donc, ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Les choses que je viens de résumer très succinctement, on les retrouve dans le Arctic Biodiversity Assessment. C'est une grosse synthèse qui avait été commandée par le Conseil de l'Arctique il y a quelques années, à laquelle j'avais participé. J'avais coécrit le chapitre sur les mammifères.
mais c'est vraiment la meilleure source de référence. Il y a aussi des résumés, une synthèse et des résumés pour les décideurs. Vous pouvez trouver ça sur le web très, très facilement. Dans ce rapport aussi, on a essayé de faire le tour non seulement des caractéristiques, mais des tendances du statut et des tendances de la biodiversité. Donc, je vais résumer quelques points ici en termes de taille de population, de nombre d'espèces et puis de fonctionnement des écosystèmes. Et alors, j'ai des diapos en français et en anglais, c'est un peu notre lot commun quand on recycle nos présentations et qu'on les fait dans différents contextes. Bon, en termes de taille des populations, vous savez que dans certains endroits du monde, on a un déclin généralisé des tailles de population assez uniformes. Quand on regarde dans les tropiques, c'est le cas en ce moment. Dans l'Arctique, ce n'est pas le cas. On a une stabilité générale, disons, en moyenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'ensemble des populations est en train de diminuer ou d'augmenter. La moyenne est relativement stable. On a des indices qui le montrent. Par contre, on a beaucoup de variations entre les groupes d'espèces. Par exemple, j'illustre ça avec quelques exemples. Si on regarde tout le groupe des oies, on a des augmentations importantes partout dans l'Arctique. Par contre, les limicoles, les échassiers, comme vous voyez en haut à droite, on a des diminutions drastiques un peu partout. Les buissons en bas à gauche, évidemment, on a plutôt un embuissonnement de la toundra ces temps-ci. Et puis, les caribous sont en diminution un petit peu partout. Donc, ce sont quelques exemples qui vous montrent que même si les moyennes ont tendance à être stables, on a des grandes disparités entre les groupes d'espèces. Au niveau des espèces, c'est assez intéressant. On a plutôt tendance à avoir une augmentation du nombre des espèces en contraste avec ce que l'on observe à l'échelle planétaire parce qu'on a des espèces qui sont attirées vers le nord par le réchauffement du climat. Donc, on voit des espèces qui montent et qui, j'ose pas dire le mot enrichir parce que ça a toutes sortes de connotations, mais qui augmentent le nombre des espèces disponibles. Alors, voici quelques exemples ici. Certaines de ces espèces se déplacent par elles-mêmes, naturellement. Il y en a aussi beaucoup qui sont transportées par les humains, souvent involontairement, mais on voit ce phénomène partout, tout autour des régions polaires. En ce qui concerne le fonctionnement des écosystèmes, on voit également toutes sortes de changements que vous connaissez déjà. Les saisons sont en train de changer, les printemps arrivent plus tôt, la production primaire, donc la croissance des plantes, augmente, la photosynthèse est en train d'augmenter. On a une augmentation de beaucoup de niveaux de contamination, donc on voit ce genre de changement-là. Et là, on est vraiment dans une frontière de la science, c'est-à-dire que ce sont des choses plus complexes à mesurer et à comprendre. Et les avancées se font de façon très rapide, mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on n'est pas capable de synthétiser et de bien comprendre. Donc ça fait un tour d'horizon très, très rapide. Et évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le changement climatique. Tout ce à quoi on peut penser quand on pense à la biodiversité arctique, c'est affecté par le changement du climat. Et quand on voit l'amplitude de ces changements, on va avoir à la fin du siècle peut-être 10 ou 12 degrés de plus qu'à l'ère pré-industrielle dans certains endroits. Il y a quelques années, c'était encore presque impossible à imaginer. Maintenant, ça commence à être imaginable parce qu'on a déjà certaines années exceptionnelles qui ressemblent à la moyenne des années de la fin du siècle. Donc, en termes de climat, on commence à pouvoir l'imaginer. Par contre, en termes de biodiversité, les effets que ces changements vont avoir seront encore difficiles à imaginer, bien qu'on puisse commencer à le modéliser, et je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, voilà pour mon tableau très, très rapide avec un pinceau très épais de la biodiversité nordique. Maintenant, donc, je vais plonger dans 4 thèmes. J'aurais pu en mettre plus, mais je vais commencer par celui du fonctionnement des écosystèmes et on va aller sur l'île Bylot. Vous vous souvenez, c'est au nord de la terre de Baffin. Alors, sur l'île Bylot, depuis une vingtaine d'années, j'étudie les renards arctiques. C'est une espèce modèle que j'utilise pour comprendre la biodiversité de la toundra. Et cette espèce, je la prends ici comme exemple pour illustrer des concepts plus généraux. Cette espèce a plusieurs proies. Vous voyez ici des lemmings, des oies et une espèce de limicole, un pluvier. Et on a au fil des ans, avec mes collègues, en particulier Joël Betty à Lucas, avec qui je travaille étroitement, on a mis en lumière les relations entre toutes ces proies et le prédateur qu'elles partagent. Et on a toutes sortes de concepts que l'on utilise, le mutualisme apparent, la compétition apparente, des hypothèses parfois nouvelles ou parfois que l'on approfondit et qui ensuite sont applicables dans d'autres systèmes. Ce qui est intéressant à comprendre pour vous, c'est que la toundra arctique, c'est un laboratoire très intéressant pour comprendre les relations entre les espèces. Et vous voyez ici la représentation d'un réseau alimentaire dans un écosystème. J'ai tiré ça d'une publication, c'est infiniment complexe.
et on ne peut pas espérer comprendre tous les détails d'un tel réseau. Mais dans la toundra, on a une situation qui est plus simple, avec moins d'espèces, donc moins de liens, et des liens que l'on peut mesurer, on peut tous les quantifier ou les estimer. Vous voyez ici un schéma qui vient d'une publication avec Pierre Legagneux comme premier auteur. Et les espèces en rouge sont celles que j'avais montrées dans des dessins auparavant. Donc, retenez peut-être cette idée que la toundra, c'est un lieu avec peu de diversité, donc relativement simple, dans lequel on peut tester des hypothèses, des théories qui sont applicables ailleurs. Et donc, ça nous permet de faire des progrès valables bien au-delà de ce que l'on peut voir dans la toundra. Et je vous montre ici un exemple de travaux que l'on est en train de faire. C'est le doctorat d'une de mes étudiantes, Jeanne Clermont. Alors, à gauche, vous voyez un renard qui est équipé d'un collier GPS avec des panneaux solaires. On leur met des panneaux solaires avec des batteries rechargeables. La technologie avance très rapidement. Et vous voyez tous les points de couleur qui montrent différents territoires de renards. Et on est capable de transformer ce genre d'informations en cartes où vous voyez des zones rouges. Ce sont les zones qui sont très utilisées par les renards. Les zones bleues, les zones qui sont peu utilisées. On appelle ça un paysage de l'utilisation de l'espace par les renards. Et avec des expériences, on peut montrer que là où on a beaucoup de renards, le risque de prédation pour les proies, évidemment, est beaucoup plus important que dans les zones bleues. Et on peut expliquer de cette façon-là une partie de la répartition des espèces et de la diversité que l'on trouve sur place. Donc ça, ce sont des avancées que l'on peut faire grâce à des outils technologiques qui viennent à nous presque chaque mois actuellement. Et en ce moment, on est en train d'aller encore plus loin en utilisant, par exemple, des accéléromètres. Et je vais vous en dire quelques mots pour illustrer cet apport de la technologie à notre compréhension des réseaux alimentaires. À gauche, vous avez des photos qui montrent différents comportements de renards. Alors, un renard qui court, qui marche, qui creuse, et puis un qui est au repos. Et au milieu, vous avez différentes courbes qui montrent des valeurs d'accélérométrie sur plusieurs axes, longitudinales, verticales et transversales. Et vous voyez que ces courbes sont très différentes. En fait, chaque courbe, c'est comme une signature numérique d'un comportement. Et vous pouvez imaginer que quand on a des animaux sur le terrain qui se déplacent librement, on sait exactement où ils sont avec des GPS, on peut voir leur comportement avec ces signatures numériques. Et donc, on peut reconstituer toute une vie de renard après sur nos ordinateurs. Et à droite, j'ai juste illustré un résultat que l'on a obtenu récemment. Vous voyez que sur l'axe des X, on a différentes densités d'oies, donc différents endroits avec plus ou moins d'oies. Et sur l'axe des Y, on a la probabilité qu'un renard creuse. Et en fait, on s'aperçoit que là où il y a beaucoup d'oies, les renards sont beaucoup plus souvent en train de creuser. Pourquoi? Parce qu'ils prélèvent des œufs des oies, ils les cachent pour plus tard, ou ils viennent les rechercher. Ils viennent rechercher des œufs qu'ils ont cachés auparavant. Et donc, c'est un exemple qui montre comment ces technologies nous permettent d'aller vraiment dans des détails très, très fins de notre compréhension des relations entre un prédateur et une proie. Alors, évidemment, là, j'illustre de manière assez rapide quand même ce que l'on est en train de faire, mais on est en train aussi, et là, je vous montre quelques extraits du doctorat d'Andréane Bertzel, qui est supervisé par Joël et par Dominique Gravel, également à Sherbrooke. Et Andréane est en train de modéliser les comportements de ce prédateur, ses liens avec ses proies, en décortiquant tous les éléments qui permettent de comprendre un comportement, donc sa vitesse de déplacement, la distance à laquelle il réagit quand il voit une proie, la probabilité qu'il a de détecter des proies, etc., etc. Et donc, on arrive peu à peu à être capable de modéliser toutes ces relations entre espèces et le fonctionnement de ce système. Donc voilà pour ma première partie sur le fonctionnement des écosystèmes que je voulais illustrer avec ces travaux que l'on fait sur l'île Bylot, mais c'est vraiment un domaine d'avancée très, très rapide en ce moment, un petit peu partout dans le monde, et on y contribue beaucoup avec nos recherches sur la biodiversité dans l'Arctique. Maintenant, les savoirs locaux. Ça, c'est un sujet qui est très important dans le Nord. Vous le savez, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est important de prendre en compte les connaissances locales. Il y a des raisons qui sont très pragmatiques. Quand on va dans l'Arctique, on commence à étudier une espèce, on voit tout de suite qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et que les gens sur place savent depuis longtemps. Donc, il faut absolument communiquer. Il y a aussi des raisons qui sont plus politiques. La connaissance, c'est un instrument de pouvoir et c'est normal que la prise en compte de différentes sources de connaissances permet de répartir le pouvoir. Et puis, il y a aussi des raisons plus philosophiques, disons épistémologiques. Quand on
combine les savoirs locaux et puis les connaissances scientifiques, on se pose nécessairement des questions sur ce qu'est une connaissance valable, sur ce qu'est une connaissance objective. La frontière est beaucoup moins nette qu'on aimerait le penser quand on est scientifique. Donc, il y a beaucoup de raisons de s'intéresser aux savoirs locaux. Et je vais illustrer ça aussi avec des travaux de quelques-uns de mes étudiants. Alors, quand j'ai commencé à étudier les renards à Bilot, Catherine Gagnon, qui a fait plusieurs webinaires dans le cadre des webinaires de l'INQ, elle était intéressée par les savoirs traditionnels et donc on a travaillé sur ces questions-là à partir des renards arctiques, mais on a ensuite théorisé certaines choses et on a réfléchi à la façon d'intégrer les savoirs traditionnels dans la gestion des parcs. Également, on a réfléchi aux conditions qui favorisaient la mise en commun des savoirs et en particulier, on s'est rendu compte que quand les savoirs scientifiques et les savoirs locaux ont été acquis à des échelles très différentes, soit des échelles de temps, soit des échelles d'espace, ce sont des conditions très favorables pour les combiner qui nous font progresser beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est les travaux qu'on a fait avec Catherine. C'était sa maîtrise à l'époque à Pond Inlet, autour de l'île Bilot. Ça a été un peu notre école et ensuite, on s'est attaqué à des questions plus complexes. Et dans son doctorat qu'elle a fait avec moi également, Catherine, on est allé travailler dans l'ouest du pays, au Yukon. Et je vous ai mis à droite ici une carte pour montrer quelques communautés avec lesquelles Catherine a travaillé. Et dans ce contexte, on travaillait sur des questions différentes en lien avec les caribous. Ces communautés sont très dépendantes de la population de caribous dans le Porcupine. C'est une population qui se reproduit en Alaska. Je mets mon pointeur sur l'Alaska, dans le Arctic Wildlife Refuge, là où les conservateurs américains veulent creuser des puits de pétrole. Et donc, il y a toutes sortes de conflits entre la protection de l'environnement, entre l'acquisition des ressources qui sont dans le sous-sol. Et c'est un terreau très, très fertile pour mettre en commun toutes les connaissances disponibles. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que les membres des communautés avec lesquelles Catherine a travaillé archivent leurs connaissances de manière assez structurée grâce à des entrevues qui sont organisées d'ailleurs par les communautés elles-mêmes. Et donc, on a accès à toute une banque d'informations extrêmement intéressante. Et je vais vous montrer une des directions de recherche dans laquelle Catherine a travaillé. Et on est en train, en ce moment, Catherine est inscrite en postdoc maintenant avec moi aussi. On est en train d'approfondir ces choses-là et de publier des choses qu'on n'a encore pas publiées. Mais on a bâti un peu un modèle conceptuel à l'échelle de tout le socio-écosystème où on s'est dit le climat a une influence évidemment sur la biodiversité et dans ce cas-là en particulier, les climats hivernaux ont une influence sur la répartition des caribous. Ça a une influence sur la perception que les chasseurs ont de leur capacité à aller chercher du caribou parce que suivant qu'il y a beaucoup de neige, peu de neige, que les caribous sont loin, sont proches, ça a une grande influence sur leur perception et donc sur leur décision d'aller chasser et finalement sur leur capacité à rencontrer les besoins de leur communauté en viande de caribou et en tradition liée au caribou. Donc, on a un schéma ici conceptuel qui relie beaucoup de choses différentes, qui est assez large, qui englobe tout le système socio-écologique. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on a été capable, en combinant des données scientifiques qui sont représentées ici dans les encadrés ou dans les boîtes plutôt carrées, on a été capable de combiner ces données avec des connaissances locales, traditionnelles, qui sont représentées par ces ronds, et de quantifier tout ça. Et donc, avec des analyses de pistes que, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'aide de Sandra Hamel, qui était en Norvège à l'époque, maintenant qui est à l'Université Laval, on a pu quantifier ces liens-là, démonter quelles sont les relations de cause à effet pour grandement améliorer notre compréhension du système socio-écologique. Et dans la littérature, c'est quelque chose qui est très, très rare, mais qui ne peut pas être fait sans combiner plusieurs sources de connaissances. Donc, c'est un très, très bel exemple d'une application de la mise en commun de différentes sources de connaissances pour progresser dans notre compréhension de la biodiversité, mais aussi de l'utilisation de la biodiversité et des liens entre les humains et la biodiversité. Je vais vous donner un deuxième exemple sur ce sujet. Alors voilà, je voulais juste faire un rappel que Catherine a donné 2 webinaires très intéressants sur le rapprochement entre les connaissances scientifiques et autochtones et vous pouvez aller les voir, ils sont archivés. C'est super intéressant. Je voulais aussi vous donner un autre exemple en vous parlant du doctorat de Vincent Leroux. On le voit en photo en haut à gauche là-bas. Vincent a travaillé beaucoup au Kivalliq dans le Nunavut continental sur d'autres espèces qui sont des carnivores, le carcajou, le loup et puis aussi le grizzly. Et son intérêt était de mieux comprendre
la niche alimentaire de ces espèces parce qu'elles mangent du caribou et d'autres espèces qui sont importantes pour les communautés. Et en combinant des méthodes traditionnelles des sciences comme les analyses isotopiques, les analyses d'isotopes stables, mais aussi en combinant les savoirs locaux. Et donc, euh, Vincent a fait tout un travail que je résume dans son approche de manière assez simple. Alors, vous voyez ici à gauche, on a 3 ronds qui s'enchevêtrent avec en haut un rond bleu qui représente les communautés. Et en bas à gauche, le gouvernement du Nunavut et en bas à droite, l'Université du Québec à Rimouski, disons le monde de la recherche. Et on a mis en commun les savoir-faire de chacune de ces 3 composantes de manière à la fois à combiner donc les différents types de connaissances. Et je vais vous expliquer ça à droite en ajoutant ces cases ici qui montrent le flux des données entre les animaux et puis la connaissance. Alors, si je commence avec les animaux qui sont récoltés par les chasseurs depuis très longtemps dans beaucoup de communautés au Nunavut, les chasseurs ont réussi à mettre, disons, à transférer un grand nombre de connaissances qu'ils ont acquis au travers de leurs observations et de la chasse. Ils ont également gardé beaucoup de carcasses des animaux qu'ils récoltent, de manière à ce que les biologistes au gouvernement puissent faire des analyses de ces carcasses. Et ensuite, nous, on a repris toutes ces données pour faire des analyses plus approfondies. C'est ce qui a donné ensuite des résultats qui ont intégré l'ensemble de ces connaissances. Et c'est un très bel exemple également d'une étude quand même complexe qui fait intervenir beaucoup de joueurs différents, mais qui permet de mettre en lien des connaissances de sources très, très variées. Et je termine cette section en indiquant que à la fois Catherine et Vincent ont maintenant continué à travailler pour faciliter le lien entre ces différentes sources de connaissances. Alors, Catherine a fondé la compagnie Erebia et Vincent Arctic Connection. J'ai mis les liens web pour que vous puissiez aller voir si vous voulez, et puis des extraits de leur mission. Et donc, c'est devenu presque leur métier maintenant de faciliter la mise en commun de ces connaissances. Et c'est quelque chose, je pense, qui est à la fois incontournable et aussi extrêmement important dans le domaine de la biodiversité en particulier, mais dans d'autres domaines des sciences nordiques aussi. Et puis, ah oui, alors je voulais terminer avec une réflexion. J'ai ajouté ça un petit peu à la dernière minute, mais je trouve que c'est très, très intéressant. Dans mes équipes d'étudiantes et d'étudiants qui viennent travailler avec moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont un peu ce que j'appelle des tree huggers, qui sont très, très motivés, ce n'est pas du tout péjoratif, qui sont très, très motivés par la protection de la planète, par le bien-être animal, par la valeur intrinsèque de la nature, et c'est très en phase avec l'évolution de notre société. Vous avez vu récemment que la rivière Magpie a acquis un statut de personnalité juridique. C'est une première au Canada et ça démontre ce mouvement pour accorder un peu toutes sortes de droits à la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision du monde parfois entre en conflit avec certaines, j'allais dire certaines habitudes, plutôt certaines actions que l'on retrouve dans le Nord. Par exemple, vous voyez ici un chasseur qui vient de tuer un loup. Quand on est dans la toundra, qu'on est avec des loups proches d'eux et qu'on les entend, qu'on les voit, on est toujours un peu rempli d'émotions. Et là, ce qu'on voit, c'est un loup qui vient de se prendre un coup de carabine. Et donc, ça génère toutes sortes de contrastes et de conflits entre beaucoup de valeurs. Et on a eu une présentation de Sheila Watt-Cloutier récemment au colloque du Centre d'études nordiques. Et elle a dit une phrase que j'ai retranscrite ici de mémoire, mais que je trouve magnifique. Elle a dit « For some, blood is death. For us, blood is life ». Et je trouve que ça résume ce contraste que je vois depuis des années. Et je pense que cette citation, c'est un sujet de doctorat en soi, pas en biologie, mais c'est vraiment un sujet de doctorat. Et je voulais faire cette courte réflexion avant de passer à l'autre sujet. Alors voilà, maintenant, je vais vous parler de changement climatique. Donc, je saute vraiment d'un sujet à l'autre pour balayer plusieurs thèmes très importants dans le domaine des recherches sur la biodiversité nordique. Et là, je vais prendre un tout petit peu de recul en vous parlant rapidement d'un projet que j'avais fait et que j'avais coordonné il y a quelques années, presque une dizaine d'années, avec Ouranos, et qui visait à faire un tour d'horizon des effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec et à entrevoir des scénarios du futur en ce qui concerne ces effets-là. Et j'avais résumé tout ça dans un livre qui s'appelait Changement climatique et biodiversité du Québec, où, en gros, on avait parti du constat très simple que le climat se réchauffe, que les
les isothermes sont en train de monter vers le nord. À la fin du siècle, les températures moyennes qu'on retrouve aujourd'hui à Montréal vont être plusieurs centaines de kilomètres plus au nord. En fait, elles vont être à Rimouski. Et donc, on a vraiment un changement très, très marqué du climat. Et en même temps, on sait très bien qu'on a des gradients de biodiversité très, très nets. On a beaucoup moins d'espèces dans le nord que dans le sud et on peut quantifier ces gradients. Et donc, logiquement, on devrait s'attendre à une certaine remontée vers le nord de la biodiversité, pour faire les choses très simples. Donc, on a fait un gros travail de modélisation pour anticiper un peu ce qui pourrait arriver. On a fait ça avec des centaines d'espèces et on est arrivé à des conclusions qui sont, quand on les simplifie, bon, les choses vont monter vers le nord, mais avec toutes sortes de bémols parce que la science ne nous permet pas de bien prévoir ce qui va se passer pour toutes sortes de raisons qui sont difficiles à expliquer en peu de temps. Mais on a quand même tiré des conclusions. Par exemple, ici, un article où on démontrait que à long terme, les aires protégées dans le nord vont devenir des refuges pour certaines espèces qui vont avoir besoin d'endroits dans le nord où elles vont, entre guillemets, fuir les climats trop chauds du sud. Donc, on a vraiment essayé de faire cet exercice d'anticipation, mais dans notre travail, si vous voyez la carte que j'ai montrée ici, en grisé, ici, c'est la région dans laquelle on avait travaillé, tout l'est de l'Amérique du Nord, mais ça excluait le nord du Québec, on manquait de données. Et donc, dans une deuxième phase, plus récemment, on s'est attaqué au nord du Québec, au Nunavik, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut anticiper des changements dans la biodiversité sous l'influence des changements climatiques dans le nord du Québec. On a appelé le projet Tundra Nunavik. Tundra Nunavik, ici, c'est l'orthographe en anglais. Et récemment, on a eu de l'aide du MRNF, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, pour approfondir ce projet. Donc, je vais vous en donner quelques lignes directrices. Alors là, j'ai un écran un petit peu compliqué, mais je ne vais pas le détailler. Donc, alors, Pascal Repars termine son postdoc sur ce projet-là en même temps qu'elle travaille avec ArcticNet. Mais en gros, donc, on a pris les résultats de modélisation du climat. On a pris toutes les données qu'on avait sur la richesse spécifique dans le nord du Québec, sur la répartition de toutes les espèces auxquelles on avait accès, mais on a ajouté toutes les connaissances qu'on avait sur les liens entre les espèces. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des réseaux trophiques, des réseaux alimentaires, des liens très serrés entre les espèces, on a intégré ça dans notre modélisation de manière à tenter de prévoir comment allait changer la répartition des espèces et aussi quelles seraient les vulnérabilités de la biodiversité dans les régions du nord du Québec. Et on a généré des cartes, on a inventé des indices de vulnérabilité et on est maintenant en train d'interpréter ces cartes et de voir quelle est leur valeur appliquée, comme je disais, avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Et donc ça, c'est un très bel exemple d'une recherche où on fait intervenir des données qui existent déjà, de la modélisation, pour anticiper l'avenir avec toutes les limites que ça comporte. On sait qu'on peut faire des scénarios qui sont des hypothèses plutôt que des prédictions. Mais c'est un domaine de recherche qui est extrêmement dynamique partout dans le monde et qui n'est pas si dynamique dans le Nord, par contre, mais que l'on commence à utiliser pour faire des projections également dans les zones arctiques et nordiques plus généralement. Bon, voilà, je regarde mon minuteur parce que je ne veux vraiment pas vous garder trop longtemps. Je préfère faire un survol rapide et après, si vous avez des questions, y répondre. Maintenant, donc, je veux vous parler un petit peu de conservation de la biodiversité et je vais le faire avec un projet que j'ai commencé récemment à Alerte. Alors, Alerte, c'est vraiment tout au nord du Canada. Vous voyez la petite flèche ici qui indique le nord de l'île d'Ellesmere. Donc, on est à peu près à 800 km du pôle nord. Certains d'entre vous connaissent Wild Hunt, qui est assez proche de Alerte. Et donc, on est tout au bout de plusieurs gradients géographiques, climatiques, biologiques, humains également. Il n'y a pas de population humaine qui s'est établie aussi au nord. Par contre, Alerte, c'est l'endroit au monde où il y a des gens qui vivent en permanence, enfin l'endroit le plus nordique au monde où des gens vivent en permanence, mais c'est une station militaire. Alors, voici une image ici de la station. Donc, c'est une station des forces canadiennes et qui a 3 missions. Une mission de renseignement. Alerte est plus proche de Moscou que d'Ottawa. Et donc, il y a des antennes, des réseaux d'antennes impressionnants qu'on n'a pas le droit de prendre en photo. Et des réseaux aussi établis par les Américains et qui écoutent en permanence. Donc, ça, c'est une mission militaire pour lesquelles on a peu d'informations. Il y a aussi une mission de souveraineté et puis il y a aussi une mission de soutien à la science. Et quand on arrive à Alerte, le commandant de la station nous dit toujours que ces 3 missions ne sont pas hiérarchisées, elles ont toutes une valeur égale. Et
euh, autour d'Alerte, il y a toute une zone qui est la propriété du ministère de la Défense, environ 140 km² avec des chemins d'accès, avec une piste d'atterrissage. Il y a un avion par semaine, des gros avions Hercule et même parfois des avions plus gros. C'est eux qui nous transportent. Il y a même une station d'Environnement Canada depuis près de 70 ans. C'est une station qui date environ du début des années 50. Donc, il y a un contexte scientifique, enfin un contexte pour faire de la recherche qui est très, très intéressant, mais qui est difficile d'accès. Et la raison pour laquelle on a eu accès à cet endroit, alors d'abord, je vous montre quelques photos du paysage, des paysages à Alerte. On est vraiment dans le désert polaire. Donc, c'est la productivité primaire, il y a très, très peu de plantes, mais on a quand même des plantes et on a quand même des animaux. Vous voyez ici des lièvres arctiques, c'est une espèce dont je vais vous reparler un tout petit peu, que j'étudie à Alerte. Un autre paysage avec encore quelques lièvres. Mais c'est très, très joli, en fait. Il y a beaucoup de relief et l'aspect désertique rend cet endroit très, très beau. Mais donc, le ministère de la Défense, à cause de la loi sur les espèces en péril, a besoin de plans de gestion de la faune ou de plans de gestion de la biodiversité et a besoin de connaissances parce que leurs opérations ne doivent pas nuire à ces espèces en péril. Et nous, comme chercheurs, et quand je dis nous, c'est mon collègue François Vézina de l'UQAR, qui est un spécialiste de l'écophysiologie des oiseaux, et moi-même qui suis plutôt un spécialiste de l'écologie comportementale des mammifères. Donc, François avait déjà travaillé un petit peu à Alerte, il avait déjà quelques contacts. Et quand le ministère de la Défense a évoqué ce besoin, on a formé une équipe pour proposer de combler ce besoin. Mais en échange, le ministère de la Défense nous permet de faire progresser nos recherches fondamentales. Donc, c'est une très belle collaboration. Mais pour la faire fonctionner, on a dû ajouter plusieurs couches de recherche que j'illustre ici avec les bras et puis le ventre de cette Inukshuk. Mais on a dû ajouter beaucoup de couches de monitoring de biodiversité et aussi de compréhension de l'écosystème pour faire le pont entre nos intérêts en recherche et puis les besoins du ministère de la Défense. Et donc, on travaille depuis quelques années maintenant à Alerte. On a un laboratoire dans un bâtiment que j'ai encerclé ici qui s'appelle le Alert Wildlife Research Laboratory. On l'a fondé il y a juste 3 ans, donc tout ce que je vous dis est très récent. Et on est directement en dessous de la 8e escadre de Trenton et de l'officier de l'environnement. Donc, on est vraiment intégré dans les opérations de la station militaire, ce qui nous permet d'avoir accès à toute la logistique, les avions et le logement et toutes ces choses-là qui sont difficiles à gérer ou à organiser quand on travaille dans l'Arctique. Alors, je vous donne maintenant une idée des recherches que l'on fait et de certaines de leurs applications. Donc, on a commencé par établir la liste des espèces. Certaines sont des espèces en péril, les relations entre ces espèces. Certaines sont clairement, ou du moins c'est une hypothèse de travail, des espèces clés dans le système, comme le lièvre arctique. C'est pour ça qu'une partie de nos recherches se focalise sur cette espèce. Alors, bon, je vous montre ici la partie mammifère qui est assez importante en fait dans ce désert polaire avec plusieurs herbivores, 4 herbivores, 3 carnivores qui sont tous très, très différents les uns des autres en taille corporelle. C'est un milieu pauvre où même si on a plusieurs espèces, il y a peu de place pour la compétition et pour des niches semblables, donc elles sont très différentes les unes des autres. Et on a également commencer à établir toute la base, c'est-à-dire la description des milieux, des communautés végétales, des espèces qui fournissent la base de l'écosystème. Et tout ça, ça fait partie de la maîtrise et maintenant du doctorat d'Émilie Desjardins. Et en faisant ce travail, on a décrit les communautés végétales et assez vite, on s'est rendu compte que certaines de ces communautés sont très fragiles alors qu'elles soutiennent le reste du réseau de la biodiversité de cet écosystème. Par exemple, il y a des gros véhicules à alerte qui circulent un petit peu n'importe où et on a clairement besoin d'encadrer ce genre d'activité. On voit aussi un potentiel d'introduction d'espèces à cause des nombreux voyages et du matériel qui se déplace entre le sud et alerte. Et donc, on est en train de tracer toutes sortes de voies pour monter un plan de gestion de la biodiversité qui va être applicable par le ministère de la Défense et les forces armées. Et à travers cet exercice, on essaye aussi de mettre en place une manière de fonctionner qui peut être réplicable en d'autres endroits, là où des gens ouvrent des mines, là où il y a des communautés qui augmentent leurs activités. Et donc, on utilise aussi la télédétection, toutes sortes d'outils pour pour nous informer sur la biodiversité de l'endroit et pour traduire ça en mesures de conservation, là où on voit des problèmes à régler. Bon, voici un milieu humide où il y a au moins un peu de photosynthèse.
Ils sont quand même assez localisés, mais il y a ce genre d'endroit-là aussi à alerte. Bon, alors maintenant, je vais faire une rapide conclusion et je l'ai intitulé Legs pour le siècle parce que je trouve que quand on étudie la biodiversité, forcément, on étudie aussi le changement du climat et donc forcément, on pense à la fin du siècle, mais aussi aux siècles qui vont venir. Et notre monde change très vite, mais l'Arctique aussi change très vite. Et parmi les legs que la recherche scientifique peut ou doit laisser, j'ai essayé de réfléchir à quelques-uns. Et voici le résultat de mes quelques réflexions. Bon, d'abord, je pense que c'est indispensable que l'on établisse des références réplicables dans 100 ans, et dans 200 et dans 300 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on archive ce que l'on observe et on soit capable de retrouver sur le terrain exactement les conditions dans lesquelles on a observé. Donc, que nos expériences, que nos systèmes d'observation soient réplicables dans très longtemps. Si on imagine une situation où on pouvait savoir exactement ce qui a été mesuré il y a 100 ans dans l'Arctique, on peut imaginer les progrès rapides qu'on pourrait faire. Et donc, il faut absolument qu'on prépare ces progrès pour le futur. Et souvent, on ne le fait pas parce que ce n'est pas assez valorisé, mais il faut absolument qu'on s'en aille vers là. Les savoirs locaux, bon, j'en ai déjà parlé, évidemment, c'est très important, mais je pense que l'importance déborde largement à la fois de la biodiversité et de l'Arctique parce que, bon, mon minuteur vient de... Ça veut dire que j'ai passé mon 30 minutes et j'ai presque fini. On voit beaucoup de sociétés, et on le voit aux États-Unis, mais on le voit un petit peu partout, où on a une déconnexion entre la science et entre la compréhension de la science ou même la compréhension de la valeur de la science. Et donc, il faut absolument que dans toutes nos activités, on soit capable de raccrocher ce que l'on fait, même quand c'est complexe, avec tout simplement avec la vie des gens. Et quand on essaie de combiner les savoirs locaux avec les connaissances scientifiques, c'est exactement ce que l'on fait. Et donc, on bâtit des modèles qui sont réplicables ailleurs. Et donc, c'est vraiment une dimension de nos recherches qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Bon, les essors technologiques, ça, c'est commun à tous les domaines scientifiques, mais dans l'Arctique, on est un petit peu poussé, je trouve, à utiliser les technologies à leur plein potentiel parce que l'accès est difficile, parce que c'est compliqué d'aller chercher des données et la technologie nous permet de faire vraiment des bons en avant importants. Et donc, ça, il faut absolument le poursuivre. Et ce sera un leg pour le futur. Probablement que la technologie va toujours continuer d'évoluer. Mais en même temps qu'on fait ça, il faut aussi développer des esprits pratiques, c'est-à-dire que nos étudiants qui sont avec nous, il ne faut pas qu'on en fasse des biologistes d'ordinateur. Il faut absolument que ces personnes-là passent beaucoup de temps sur le terrain parce que la science, c'est toujours une caricature de la réalité. Et les décisions que l'on prend sont basées sur la science, mais vous le savez, et beaucoup, beaucoup aussi sur nos intuitions. Et donc, il faut absolument que les gens que l'on forme ne soient pas juste des gens capables de manipuler des données, mais passent des mois et des mois et des mois sur le terrain et dans les communautés si c'est possible. Donc ça, c'est un leg important pour l'avenir, la formation que l'on peut faire. Et puis finalement, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire des contributions directement à la conservation de la biodiversité, c'est important parce que la biodiversité va beaucoup changer et on a quand même une certaine prise sur une partie de ces changements, pas sur tous, parce que c'est très difficile d'avoir une prise sur les effets, par exemple, des changements climatiques, mais il y a quand même des choses que l'on peut maîtriser et dans nos activités, on peut y contribuer. Alors, je pense que j'ai terminé. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que je ne suis pas allé trop au galop de course, mais moi, quand je regarde des présentations, je m'ennuie, puis j'ai tendance à dériver très, très vite. Donc, quand moi j'en fais, j'essaye aussi de ne pas trop vous garder trop longtemps. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, voilà. Et puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, merci Dominique. Nous avons une audience avec des expertises très diverses aujourd'hui, donc j'espère qu'ils vont avoir des questions. Pour moi, c'est le réseau trophique. Je trouve ça très, très intéressant. Puis, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un mismatch entre prédateur-proie bientôt ou est-ce que cette mismatch est à cause de l'évolution de migration qui est un peu, c'est pas similaire entre les espèces ou est-ce que, ouais, c'est ça. Donc, peut-être tu peux répondre à ça.
Oui, probablement. Il y a toutes sortes d'opportunités pour des mismatchs, c'est-à-dire que surtout les changements phénologiques, c'est-à-dire que les saisons changent, les espèces se resynchronisent sur les saisons qui changent, mais elles ne sont pas capables de toutes le faire au même rythme. Et donc, on voit parfois des désynchronisations. Euh, dans la littérature, on voit beaucoup d'articles là-dessus. Souvent, ce sont des projections. Il y a quand même assez peu de démonstrations, mais ça commence à arriver. Euh, c'est possible qu'on amplifie un petit peu l'importance de ces désynchronisations dans le futur parce que les espèces ont quand même des potentiels assez importants de se resynchroniser. Là, plus la désynchronisation est importante, plus les pressions de sélection sont importantes et ça force à une resynchronisation. Mais probablement que dans certains cas, ça va poser des problèmes. Puis l'activité humaine comme les mines ou l'exploration pour les ressources naturelles, est-ce que j'imagine que ça, c'est un impact assez grand aussi? Oui, évidemment. Puis ça crée dans certains endroits des conflits. On le voit en ce moment avec Baffinland et Pond Inlet. Donc, oui, c'est une des sources de modification locale de la biodiversité qui est extrêmement importante. Et ce n'est pas seulement une modification directe parce qu'on creuse des trous, c'est aussi parce qu'on amène des gens qui vont sur le terrain aux alentours, parce qu'on change la dynamique locale des communautés. Donc, il y a toutes sortes d'effets indirects. Mais ça, ce n'est pas unique à l'Arctique. Et le Canada a beaucoup, l'industrie minière au Canada est très importante. Le Canada est présent partout dans le monde et ces problématiques-là se répètent sans arrêt un petit peu partout. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu très important. Je pense qu'Alexandre Terrigiol a une question. Est-ce que tu veux ouvrir ton micro, Alexandre? Oui, j'ai ouvert mon micro. Merci beaucoup pour votre présentation. Je souhaitais savoir en fait si les mesures que vous souhaitez proposer à Alert, qui je pense donc subit des perturbations là, avec ce dont vous parliez, est-ce que c'est inspiré des mesures qui sont faites en Antarctique? Là, je sais qu'il y a un contrôle des espèces invasives ou des choses comme ça. Est-ce que c'est inspiré de ces mesures-là ou est-ce que c'est complètement ça débute à zéro parce que l'environnement est différent, parce que, je ne sais pas, il n'y a pas de collaboration à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de collaboration directe, mais évidemment, toute la littérature de ce qui se fait en Antarctique, on la connaît bien. Puis, c'est vrai qu'en Antarctique, il y a eu beaucoup d'études. Il y a des études où les gens regardaient ce que les touristes transportent sous leurs bottes dans la terre avec toutes les petites graines, tout ça. Donc, on s'inspire de tout ça et il y a des choses qu'on va répliquer. Mais évidemment, oui, comme pour toutes les recherches qu'on fait, on essaye de bâtir à partir de ce qui a été fait. Et les stations en Antarctique, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux important. Puis, il y a longtemps avant, dans une vie antérieure, j'ai passé une année dans les terres australes françaises donc je suis toujours ce qui se fait, pas juste en Terre Adélie, mais dans toutes les bases antarctiques. Puis c'est vrai que c'est une source d'inspiration importante. Puis Raphaël a une question. Raphaël, s'il vous plaît, ouvrez. Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup pour la présentation, Dominique. C'était vraiment full intéressant. Puis, ce que je me demandais quand tu parlais, c'est ça, de nos activités humaines, puis du fait qu'on apporte des espèces végétales dans ce milieu-là. Puis, je voulais savoir si on avait une idée de la diversité, puis des espèces qu'on apportait dans ce milieu-là, puis qui réussissaient à survivre et coloniser le milieu. Bon, mon hypothèse, d'après ce que je peux lire et d'après ce que je peux observer, c'est que dans le sud de l'Arctique, c'est une question quand même assez importante. Par exemple, en Islande, il y a des endroits où commencent à être dominés par des espèces qui sont arrivées de l'extérieur. Mais quand on va dans l'archipel arctique, et en particulier sur Ellesmere, je ne pense pas que c'est une problématique importante, même à alerte. Donc, on va quand même le quantifier. Il y a peut-être une ou deux espèces de plantes autour de la station, mais d'une manière générale, je doute que ce soit une problématique importante et Émilie va travailler là-dessus. Par contre, c'est important d'établir cette référence. Et ce n'est pas parce qu'on va conclure qu'il n'y a pas d'enjeu actuel que ce n'est pas une question importante. Et je reviens à mon horizon de 100 ans. On va vite être tous morts. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et dans 100 ans et dans 200 ans, les gens vont continuer. Et c'est important de construire des choses qui vont être utiles pour plus tard. Donc, établir ces références aujourd'hui, je pense que c'est très important. Super, merci. Puis Lina Bureau a une question. Lina? Oui, merci pour cette présentation. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit sur les savoirs écologiques locaux, traditionnels et la nécessité de les combiner avec les savoirs scientifiques, les différents modes de savoir et les systèmes de coproduction de savoir.
Et en fait, de ce que j'ai aussi compris et lu autour, c'est qu'il y a énormément de difficultés à combiner ces deux types de savoirs. Il y a parfois de la réticence de certains chercheurs à, comment dire, à s'intéresser à ces savoirs-là, les savoirs locaux et traditionnels. Et est-ce que ça ne viendrait pas aussi de la dichotomie entre les sciences sociales et les sciences environnementales, le fait qu'on sépare toujours ces deux comment dire, disciplines et que dans l'éducation aussi, c'est très difficile d'avoir des formations interdisciplinaires. Donc, par exemple, pour des chercheurs en Arctique, d'avoir aussi une formation à côté en sciences sociales avec de l'anthropologie, de la géopolitique pour qu'ils comprennent genre, dans quel milieu ils vont être exactement et dans quel milieu ils vont évoluer, produire de la connaissance. Et, ma question est un peu longue, je suis désolée. Non, non, mais en fait, c'est une très bonne question. Puis il y a une partie de la réponse dans la question, je pense, parce qu'effectivement, on a des traditions scientifiques différentes. Mais dans la réalité, ces catégories n'existent pas dans la réalité. On les crée dans nos formations, dans notre manière de voir les choses. Mais dans la réalité, un chasseur inuit et puis un autre humain ailleurs sur la planète sont que des humains qui prennent toute l'information qu'ils ont autour d'eux pour avoir la meilleure vie possible. Et les connaissances que l'on utilise, même quand on est scientifique, ce sont en partie des connaissances très subjectives. Nos connaissances de terrain, nos impressions, nos intuitions, ça joue un grand rôle dans la science. Donc, en réalité, on a peut-être un gradient avec des extrêmes, mais on n'a pas une cassure entre des savoirs locaux et puis de la science. Ça n'existe pas, cette cassure. C'est une vue de notre esprit. C'est un gradient. Et effectivement, quand on se promène tout au long du gradient, on passe de techniques de sciences naturelles aux techniques des sciences sociales et ça complique les choses et donc ça nous fait peur et on pense qu'on n'a que des savoirs objectifs, etc. Et j'ai parlé de Catherine, elle a fait, je l'avais enseigné au bac aussi à l'époque quand j'étais à l'Université McGill, et elle a fait beaucoup d'anthropologie également, en plus de faire de la biologie. Donc elle est bien, elle a peut-être utilisé la solution que tu semblais préconiser, c'est-à-dire à la fois des sciences humaines et des sciences naturelles. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Merci encore, Dominique. Est-ce qu'il y a des autres questions? Oh, Ludovic Landry Deschamps. Ouais. Je vais ouvrir ton micro. Oui. Avez-vous l'intention de remonter le niveau trophique vers les consommateurs? Par exemple, les loups. Bon, c'est une très bonne question, Monsieur Landry Ducham. En fait, c'est un de mes étudiants. Je vais le dénoncer. Ludovic, oui, c'est une bonne question. Puis, effectivement, moi, j'aimerais beaucoup ça, mais c'est un sujet très sensible, les loups. Et déjà, les gens sur la station m'ont posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on allait mettre des colliers à des loups? Est-ce qu'on allait les marquer? Et donc, c'est un sujet vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Mais dans notre plan de gestion de la biodiversité, il faut parler des loups parce que parfois, des gens ont tendance à vouloir les nourrir et c'est interdit. Il ne faut vraiment pas faire ça. Mais donc, des gens se font mordre. C'est déjà arrivé encore récemment. Et il y a un enjeu de conservation. Il y a une tanière, il y a la reproduction des loups aux alentours sur les terrains d'alerte. Donc, oui, ça va faire partie de notre plan de gestion. Par contre, ce n'est pas dans un avenir immédiat qu'on va commencer à en capturer, ça c'est certain. Mais on fait déjà beaucoup d'observations, on archive beaucoup d'informations sur les loups, on récolte des fesses pour leur régime alimentaire, des choses comme ça. On pourra en reparler si tu veux. Parfait, merci. Ça répond. Merci, Ludwig. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions? Non. Donc, je vais dire merci à Dominique. Puis, juste pour dire à nos participants qu'il n'y aurait pas de webinaire la semaine prochaine, le 10 mars. Mais je vous invite à consulter notre site web au sujet des webinaires qui s'en viennent. On va avoir un webinaire sur le First Peoples Post-Secondary Storytelling Exchange, une deuxième sur la nouvelle entente sur la recherche au Nunavik. Puis à la fin du mois, Jean Lemire va parler d'un autre sujet, une autre présentation sur la biodiversité arctique, mais j'imagine qu'il va mettre ça dans un contexte plus global.
Donc, je vous rappelle aussi que la présentation d'aujourd'hui sera archivée sur le site du site web, sur le site de INQ, comme d'habitude. Merci encore, Dominique. Bonne semaine à tout le monde, puis merci pour participer. Merci pour l'invitation et pour la participation. Vous étiez très nombreux, c'est très agréable. Oui. Merci. Merci.